Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Altistoria, et bienvenue dans une nouvelle émission qui, vous le savez, tente à chaque fois de décrypter un pan de l'histoire de Haute-Loire. Vous le savez, notre département a une histoire locale très riche, donc il est parfois difficile de choisir les sujets, mais celui d'aujourd'hui a été bien choisi, bien défini. Nous sommes avec Pierre Benoît. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Pierre, vous venez nous parler aujourd'hui des châteaux et des maisons fortes du Haut-Allier. Vous êtes né en 1947 dans une famille altiligérienne implantée entre Prades et Otherac. Vous êtes revenu dans le village de vos ancêtres, installé dans la maison familiale depuis 20 ans. Vous reprenez au fil des jours 50 ans de recherche généalogique accumulée dans de nombreux classeurs. Vos premiers ouvrages concernent l'histoire locale, Prades, Saint-Julien-des-Chazes, les châteaux du Haut-Allier, la bête du Gévaudan, mais aussi l'histoire de la sorcellerie. Dernièrement, vous vous êtes penché sur les châteaux et maisons fortes de la vallée de l'Allier, de la Seuge et de la Dège. Tout d'abord, Pierre, pour qu'on contextualise le sujet pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on entend par zone géographique du Haut-Allier ? Alors, zone géographique du Haut-Allier, il y a deux définitions. La première, c'est les gorges de l'Allier qui vont de Langeac à Langogne, ce dont on va parler. Et l'autre, c'est le Val d'Allier qui va de Langeac à Vieille-Brioude. C'est des définitions qui ont été faites par la directive des habitats, faune et Loire de la Haute-Loire, de l'Auvergne, et qui se situent sur une distance d'à peu près 50 km. Alors, dans votre ouvrage, vous liez trois zones géographiques, trois sous-zones géographiques, la Dège, la Seuge, l'Allier. En quoi ces zones géographiques sont-elles liées ? Elles sont liées tout simplement parce que la Seuge et la Dège sont des affluents de l'Allier et que forcément tout ce qui drainait sur cette partie de l'Allier avait une influence sur les personnes qui y vivaient. Entre autres, les 4 abbayes qui se situaient entre La Voûte-Chillac, Chanteuge, Pébrac et Saint-Julien-des-Chazes avaient la nécessité d'avoir des châteaux qui les protégeaient, et puis en même temps de protéger les habitants de ces villages qui servaient pratiquement tous les besoins du clergé et des seigneuries. La différence entre un château et une maison forte, fondamentalement, c'est quoi ? Alors, en deux mots simples, le château, c'est une fortification qui appartient à un seigneur, une grande famille comme les Rochebaron, les Douchanès, les Depère, etc. Les Montlore aussi. Mais une maison forte, c'est plus un lieu qui est attribué en fief à un écuyer ou à un cadet de famille qui, dans ces cas-là, n'ont pas, un haut rang dans la noblesse. D'accord, donc c'est des différences de rang, de classe sociale. Voilà, différence de classe sociale, et en général, attribué en fief. C'est-à-dire, c'est pas la pleine propriété de ceux qui y habitent, quoi. C'est des locataires, en fait. C'est des locataires, quelque part. Pour les châteaux, à partir de quand est-ce qu'ils apparaissent sur cette zone géographique et dans quel contexte ? Ils apparaissent dans le contexte dont je viens de parler, c'est-à-dire la protection des abbayes, la protection des villages. Et puis en même temps, ils apparaissent à partir du 9e, 10e siècle. Entre le 9e et le 10e, ce que moi j'ai recherché, c'est surtout les châteaux pour lesquels il reste pratiquement plus de reste, presque plus rien, et qui ont fait l'histoire de la vallée, entre autres de la vallée de la Dège et de la Seuge, et de l'Allier, bien sûr. À l'époque, est-ce qu'on a une idée de la quantité de châteaux qu'il y avait dans cette zone ? Disons que oui, à peu près, quoi. Disons que il y en avait beaucoup ? La quantité est au moins de 40. Au moins de 40. Dans une zone géographique qui est quand même relativement réduite. La Dège, c'est 25 km. La Seuge, c'est 15 km. Et la partie de l'Allier dont je me suis occupé dans le premier tome au fil de l'eau, ça représente de Saint-Arcon à Monistrol d'Allier. Pas plus, pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'il reste autant rien de ces châteaux ? Est-ce que parce que c'est le temps, le fait qu'ils étaient aussi parfois bâtis en bois et que le bois ne dure pas dans le temps ?
Ah non, non, les châteaux en bois, c'était les châteaux mérovingiens. Là, on est déjà dans le haut Moyen-Âge, ou voire le Moyen-Âge, et c'est des châteaux en dur, c'est des châteaux en pierre. Mais pourquoi ils n'ont pas perduré? Tout simplement par un manque d'entretien, par un manque d'habitation, et puis par la suite et avec le temps, par un manque d'entretien du patrimoine. Quels sont les châteaux notables sur l'Allier? Alors, sur l'Allier, on peut commencer par Saint-Arcon. Il y a après à Prades, il y en a même un à Saint-Julien-des-Chasses sur les hauteurs de Pommiers. Et puis après, vous avez Monistrol d'Allier, Saint-Privat, Saint-Didier-en-Velay, etc. Jusqu'à Saint-Aron, il y a un certain nombre de châteaux qui sont relativement importants. Donc ces châteaux-là, on peut encore les voir dans le paysage aujourd'hui? On peut encore les voir dans le paysage, où on peut voir le fond d'une tour, où on peut voir un muret, où on peut voir une croix, qui symbolise. En plus, il y a maintenant une reconnaissance du patrimoine qui est intéressante, parce qu'il y a certains secteurs où ils ont installé, où la communauté de communes ou la commune a installé des panneaux expliquant le pourquoi il y avait un château et à qui il appartenait. Donc ça permet aussi aux gens, aux randonneurs, disons, de s'approprier les lieux et de mieux les comprendre. Sur la Seuge, les châteaux notables? Alors sur la Seuge, le château le plus notable, bien sûr, c'est Saugues, arrivé en haut de la Seuge. Mais entre les deux, il y a le château d'Estours, que l'on connaît par sa chapelle et par son pèlerinage tous les ans. Mais à l'époque, il y avait un château de forme triangulaire avec 3 tours qui encadrait cette chapelle. Sur la Dège? Alors sur la Dège, vous aviez... alors je ne vais pas vous énumérer tous les châteaux de la Dège, il y en avait bien une vingtaine, mais le principal, c'était le château de Digon, qui était au pied de Pébrac, et qui appartenait à une famille quand même relativement guerrière, puisque le premier seigneur de Digon n'a ni plus ni moins qu'investi l'abbaye de Chanteuge pour en faire ce qu'on a appelé dans l'histoire les moines rouges, qui sont devenus des moines qui rançonnaient, jusqu'à temps que la chaise-dieu mette le pied devant en disant non, ça s'arrête, ils ont évacué les moines de Chanteuge. Après, vous avez, en remontant la Dège, vous avez le château de Montpérou, qui est connu et qui est encore, lui, à de Beaurest, et non seulement de Beaurest, mais en même temps des souterrains accessibles. Il ne faut pas aller très loin, parce qu'on ne sait jamais, mais il y a des souterrains accessibles. Après, vous avez le château de Mont-la-Mallier. Alors, le château de Mont-la-Mallier, ce qui est de particulier, c'est que vous trouvez une butte castrale, avec les fondements de 2 tours, et d'ailleurs j'avais retrouvé même des morceaux de tuiles médiévales de l'époque. Et dans ce château de Mont-la-Mallier, c'était plus un lieu de croisement de commerce, c'est-à-dire ça s'appelait Los Portos, les grandes portes. Alors les grandes portes, ça ne veut rien dire dans le sens propre du terme, puisqu'il n'y avait pas des portes, mais c'était un lieu où se regroupaient les marchands, les paysans de l'époque, les producteurs de l'époque, qui venaient de 3 régions, de 3 secteurs, Saugues par Méronne, Serres par le Besset, enfin du monde du Besset, et de l'autre côté, venant de Dège, par l'église de Saint-Quentin, qui était une église qui était à proximité. On parlera des églises tout à l'heure. Avant les églises, les maisons fortes, elles apparaissent, donc on l'a compris, à peu près sur la même période, parce qu'elles sont liées au château. C'est ça. Ces maisons fortes, elles sont conservées aujourd'hui. On peut les voir aussi encore dans le paysage. Pas plus que les châteaux. Il y a certaines maisons fortes qui ont été, il y en a 2 ou 3, pas beaucoup, qui ont été reconstituées, peut-être même habitées encore maintenant. Mais c'est surtout c'est comme les tours de garde, ce sont des bâtiments qui datent d'il y a 500 ans et qui progressivement, si on n'y fait pas attention, ce patrimoine-là partira. Et s'il n'est pas marqué par un écrit ou par un panneau le signalant, on oubliera vite l'histoire de ces vallées. Vous parlez aussi dans votre ouvrage des castrats, des églises. Pourquoi est-ce qu'on associe... Déjà, qu'est-ce qu'un castrat? Juste le castrat rappeler. castrum, c'est la façon de parler en occitan du château. Pas aller plus loin. C'est un château. Et pourquoi utiliser les 2 termes? Parce que dans mes livres, de façon à pas, je dirais, répéter château,
j'ai alterné château et d'accord. caserne, tout simplement. C'est une variation de vocabulaire. Voilà, une variation de vocabulaire. D'accord, très bien. Les églises, en revanche, elles sont bien différentes des châteaux, des maisons fortes. Oui, mais parce que les églises, il n'y a pas de village sans église. À l'époque, il n'y avait pas de village sans château. Donc l'église était liée au château et était sous la protection du seigneur. Et vous avez des églises qui sont tout au long des châteaux. Vous retrouverez une église quelque part. À Prades, l'église est à côté du château. À Saint-Julien, le château est à côté de l'abbaye pour protéger les abbesses, enfin les abbesses et les nonnes. À Saint-Arcon, le château et l'église est au milieu du château, enfin, etc., etc. Est-ce qu'il y a des particularités architecturales, j'ai envie de dire, pour les églises du Haut-Allier ? Des particularités... Est-ce qu'on peut reconnaître une église du Haut-Allier ou pas du tout ? Est-ce qu'elles sont classiques comme d'autres ? Elles sont classiques. Elles sont classiques tout en étant, bien sûr, romanes, puisque c'est l'époque romane qui permet à ces... Enfin, qui a permis à la construction de ces églises. Donc elles sont romanes, elles sont bien souvent aussi avec des clochers à paille, comme on dit, les cloches au vent. Les clochers à peigne, c'est ça ? Comme à Cubel, par exemple, où il y en a un très joli encore, et bien conservé. Le clocher à peigne, c'est une particularité de Haute-Loire ou on peut en retrouver ailleurs en France ? Non, pas trop, je pense qu'on peut en retrouver en France. Les maisons fortes, est-ce qu'il y en a des notables qui sont relativement bien conservées, qu'on peut visiter aujourd'hui dans l'Allier ? Sur l'Allier. Actuellement, des maisons fortes... Sur l'Allier, la Seuge, la Dège, d'ailleurs on peut aller sur les autres zones aussi. Oui, alors si on reprend la Dège, vous avez la première maison forte de la Dège après Digon et vers Pébrac, c'est la maison de la Rochette. Bon, celle-là, vous avez encore un bâtiment qui est bien visible. Dans la Sauge, vous avez la maison des Rogerets, à Andreuge, qui est la maison des notables des lieux qui se sont, par mariage, liés au château d'Estour. Hein, la dernière fille du châtelain d'Estour était une fille unique, elle s'est mariée avec un Rogeret. Dans la vallée de l'Allier, moi, il y en a une qui m'a toujours interpellé, c'est la maison de la Garde, qui est juste sur les hauteurs entre Prades et Monistrol. Quand vous remontez pour aller à Monistrol, que vous montez les chemins, vous arrivez sur cette maison de la Garde, et qui était une maison forte, qui a eu son heure de gloire à une certaine époque. Sur la Seuge ? Sur la Seuge, ce que je vous disais, la maison des Rogerets, oui. Vous avez la maison des Rogerets, je suis entendu ici. Et puis là, vous avez la maison forte de Grèze, la tour de Grèze, qui était une maison forte aussi. La tour des Anglais à Saugues, ancien château ou ancienne maison forte ? C'est un ancien château, c'est les restes du château de Saugues. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un vrai monument, c'est un lieu touristique, on peut dire. Oui. Donc ce patrimoine que vous disiez tout à l'heure, vous donniez un peu une sorte d'importance de le considérer, de le rénover, de le prendre en compte. Donc là, pour le coup, il est pris en compte touristiquement. Il y a des endroits où le patrimoine est quand même pris en compte. Heureusement d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les lieux qui sont un peu en perte de visibilité, si on peut dire, ils seront en perte de visibilité et en perte de visibilité de lieux. Je prends l'église de Saint-Quentin au château de Mont-Lamalier, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'une personne du village qui m'y a emmené, qui m'a dit « l'église, c'est ça ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le fait qu'effectivement, il y a des endroits où on a les moyens de valoriser le patrimoine, de le conserver, et il y a des endroits où on ne met pas parce qu'il n'y a plus d'intérêt et que c'est perdu dans la vallée. Donc ces châteaux-là ou ces lieux-là, il faut les identifier. Et ça rejoint ma question, une de mes dernières questions. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce bâti vernaculaire, que ce soit les châteaux, les maisons fortes sur ce territoire ? Est-ce qu'on peut dire que globalement, il est pris en compte, il est valorisé, il est rénové, ou est-ce que, de manière générale, on va vers une tendance à la désuétude, à la décrépitude de ces monuments-là ? Au final, est-ce qu'ils tombent dans l'oubli ? Il risque de tomber dans l'oubli. C'est ce qui est intéressant dans la
revalorisation ou dans l'écriture sur ces châteaux, parce que dans nos villages, et on ne peut que le constater à bon escient, dans nos villages, beaucoup de maisons sont des résidences secondaires. Et beaucoup de gens qui habitaient dans ces villages-là sont partis ailleurs et ont revendu les maisons à des personnes qui ne connaissent pas. Donc si, avec des personnes qui ne connaissent pas, des villages qui sont en rénovation et des lieux où il n'y a plus de traces de l'histoire d'avant, c'est la perte de l'histoire, tout simplement. Il y a une perte d'identité sur ces territoires ? Une perte d'identité du territoire. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, en partie à cause des résidences secondaires, mais pas que, j'imagine. Il peut y avoir d'autres raisons. Pourquoi ? Parce que les gens, déjà... Alors, moi, je ne vais pas faire... mais les gens ne s'intéressent plus à l'histoire. Les gens ne s'intéressent pas à l'histoire des lieux. Et à partir du moment où vous n'avez ce manque d'intérêt, eh ben forcément, vous tombez dans l'oubli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pallier tout cela? Quelles solutions on peut mettre en place pour répondre à ça? Répondre à ça avec des organismes comme, je vais vanter le Pays d'Art et d'Histoire, par exemple, dont 2 personnes tous les ans font visiter, revisiter, comprendre et en même temps découvrir à des gens du cru, mais aussi des touristes, l'histoire de notre vallée. On salue Marilyn Avon et Aurore Jarry. Voilà, absolument. Ce sont les deux guides, en fait, 2 guides locaux du Pays d'Art et d'Histoire, du Hautelier. Et indispensable pour notre région. Comment est-ce qu'on peut le prendre en compte touristiquement, ce territoire? C'est-à-dire, au-delà des visites guidées, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme autres actions qui peuvent permettre de mieux faire connaître le territoire aux gens? Alors là, vous me poussez dans mes retranchements et dans surtout des actions que j'aurais voulu voir mises en place et qui ont été mises en place dans un seul village, les Hautois, qui a son village, son château en 3 dimensions, remis à une époque féodale. Et là, si on voulait même attirer d'une façon touristique plus culturelle, les gens dans notre région et changer un peu des sports eau vive qui sont très bien et des randonnées qui sont encore mieux, je les pratique, avoir ces châteaux en 3D sur une visite de 20 ou 30 km, sur tous ceux qui ont existé, mais ça serait une richesse formidable culturelle pour l'ensemble de la région et pour les gens qui viendraient découvrir une région d'avant en leur montrant comment était cette vie avant et qu'elle était beaucoup plus riche qu'elle ne l'est encore maintenant. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté l'invitation à Altistoria. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur ce sujet qui vous tient à cœur? Ce qui m'intéresse surtout, c'est que les gens soient, regardants. Et en deux mots, mes livres les livres que j'ai écrits ont été pris par des randonneurs et j'ai appris pour certains qu'ils les amenaient dans leur sac à dos en se disant quand on marche, on se fait un peu moins mal au mollet et puis on apprend quelque chose. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie. Merci à vous, chers auditeurs d'Altistoria. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On espère qu'on vous a emmenés dans ce monde des châteaux et des maisons fortes du territoire du Hautelier. Je vous dis à bientôt pour la prochaine émission Altistoria. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.